Donc nous allons enchaîner et clôturer avec une vidéo de 9 minutes qui concerne le problème cette fois-ci du décrochage des enseignants. Il s'agit d'une vidéo de Madame Isabelle Ider-Krivski, maître de conférence HDR à l'Université de Guyane. Bonjour, je suis Isabelle Ider-Krivski, maître de conférence en anthropologie à l'Université de Guyane et je suis également directrice de l'équipe d'accueil Migration, Interculturalité et Éducation en Amazonie. Je vais vous présenter les résultats de ma recherche issue d'études menées auprès des futurs enseignants de l'École supérieure du professorat et de l'éducation en Guyane. L'objectif de cette recherche est de prévenir le décrochage professionnel. L'Académie de Guyane peut être qualifiée de jeune pour deux raisons. La première est liée à son histoire, la seconde à la démographie. Elle est née en 1996 à la suite d'une grève de lycéens. 22 ans après sa création, en dépit des signes positifs comme l'augmentation des bacheliers, l'Académie produit une population peu diplômée. Concernant la démographie, le statut de département français octroyé à la Guyane depuis 1946 attire des populations originaires principalement des pays voisins en quête d'une stabilité politique et économique. En conséquence, en 2010, ces immigrants forment 62,3% de la population du département, âgée de 18 à 79 ans, dont 42,8% sont nés à l'étranger. Sous l'influence de cette croissance démographique, les effectifs scolarisés augmentent de 3,7% par an. Ainsi, l'Académie de Guyane est en demande permanente de main-d'œuvre. Elle est affaiblie aussi par l'important turnover qui touche le corps enseignant. Sur ce point, de nombreuses études ont mis en évidence les effets du climat scolaire sur la stabilité des effectifs, qui elle-même a un impact sur les résultats scolaires. Ainsi, le problème du décrochage professionnel des enseignants est considéré très sérieusement dans plusieurs pays et afin d'y remédier en Guyane, la recherche proposée ici concerne la formation en anthropologie des futurs enseignants. La problématique qui a émergé vise à répondre à la question suivante. Comment l'anthropologie peut-elle répondre aux interrogations des futurs enseignants de Guyane face à la diversité culturelle qu'ils rencontrent dans leur classe afin de prévenir le décrochage professionnel? Afin d'y répondre, les cours dispensés à l'ESP, issus de mes recherches, sont eux-mêmes devenus objets de recherche. En effet, la méthodologie a consisté à analyser les représentations des enseignants à partir d'images, de photos de la diversité que je diffusais au cours de séances de travaux dirigés. L'intérêt étant que les futurs enseignants soient eux-mêmes objets de recherche, afin qu'ils puissent proposer par la suite la même activité à leurs élèves. Ces étudiants futurs enseignants sont entre 150 et 200 en fonction des années, répartis dans 5 ou 6 groupes. Les différents thèmes abordés sont l'ethnocentrisme, l'interculturalité, le racisme. Ainsi, le cours comprenait 2 parties. La première présentant les définitions scientifiques des notions employées dans le langage courant comme melting pot, culture, identité, immigration. Puis de nouvelles notions étaient abordées comme ethnocentrisme, relativisme culturel. Et pour finir, le cours concluait sur des études de cas présentées à partir de représentations de l'interculturel dans la société guyanaise, à partir de photos, de cartes postales, d'ouvrages de littérature. La deuxième partie du cours, d'une durée d'1 heure, était consacrée au débat avec les étudiants, qui avaient pour consigne de ne pas intervenir lors de la première partie. Les règles ont été acceptées d'emblée et les étudiants découvraient cette pédagogie avec étonnement et participaient au débat avec enthousiasme. Les objectifs visés sont d'abord d'induire au respect, de développer la compréhension de l'autre et de favoriser l'action collective afin d'aiguiser l'esprit critique. Voici un exemple de support utilisé lors de la deuxième partie du cours. L'exercice consiste ici à analyser la couverture d'un ouvrage de littérature de jeunesse censé représenter la diversité culturelle en Guyane. La consigne visait à privilégier des activités où chacun parle de soi plutôt que de parler des autres. Il s'agit de s'interroger ensemble sur le mode de fonctionnement des préjugés, d'élargir la perception de la notion de culture,
de compléter les échanges par quelques informations ciblées et d'accepter l'autre comme personne. Parfois, l'autre n'a pas forcément envie d'être connu comme différent, mais plutôt d'être accepté dans ses similarités. Afin de démontrer les points communs entre les personnages, les étudiants devaient compléter le tableau suivant. Par exemple, ces personnages ont-ils la même mère? Est-ce tout à fait possible? Peut-être possible? Est-ce possible? Ces personnages sont nés dans la même ville? Est-ce tout à fait possible? Peut-être possible? Est-ce impossible? Il s'agit, en réalité, vous l'aurez compris, de mettre l'accent sur les convergences. L'analyse qui suit est basée sur le travail d'Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre et psychologue pionnière dans l'approche des soins palliatifs des personnes en fin de vie. En effet, il est intéressant de constater que les derniers instants de la vie qu'Elisabeth Kübler-Ross a initialement appliqués à toute forme de perte catastrophique peuvent aussi s'appliquer à la perte de pouvoir. Ainsi, en analysant le contenu des débats portant sur le melting pot, la culture, l'identité, l'immigration, le racisme, on constate que les 5 phases du mourir se manifestent. Soulignons que, selon Elisabeth Kübler-Ross, ces étapes ne se réalisent pas nécessairement dans l'ordre indiqué. De plus, les étapes ne sont pas non plus vécues par tous les patients, mais chaque victime en vivra toujours au moins 2. Tout d'abord, nous observons le déni. Bon nombre d'étudiants nient la réalité des faits. On entend très souvent « Vous exagérez, le racisme n'est pas si répandu ». Puis nous observons la colère, qui se manifeste par l'expression d'un malaise. Ils se sentent enfermés, ils disent qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils sont systématiquement contredits. En fait, ces réactions arrivent généralement après une série de réponses contredisant les affirmations des étudiants telles que « le racisme, c'est pour les gens bêtes, il y a des idiots partout ». L'étape du marchandage se caractérise souvent par l'idée qu'ils aimeraient bien faire autrement, mais que le système les en empêche. Ou encore qu'ils doivent suivre le programme de l'éducation nationale, que l'inspecteur les sanctionnera s'ils ne le font pas, et qu'ils n'ont pas été formés pour prendre en charge la diversité culturelle. Autant d'arguments qui visent à rejeter la responsabilité sur le mystérieux système ou l'État qui dicterait leurs actes. Et ils refusent d'admettre qu'ils font partie intégrante de ce système. La phase de dépression intervient généralement après le cours. Certains viennent discuter en privé afin de reconnaître leur impuissance et leur incompréhension des interactions au cœur desquelles ils se retrouvent. Dans ce cas, ils avouent être démunis, ils avouent aussi nier les différences ou bien accepter les stéréotypes parce qu'en fait, ils ne sauraient pas aborder la question en classe. Ils avouent aussi que l'histoire migratoire leur échappe complètement. La phase d'acceptation se concrétise par des demandes de références bibliographiques qui pourraient les aider à poursuivre ces réflexions et à animer de tels débats dans leur classe. La recherche a confirmé qu'il était important d'approfondir la connaissance de sa propre culture, de sa propre personnalité, afin de mieux rencontrer la diversité, afin de mieux rencontrer l'autre. C'est un exercice périlleux, car le chercheur se retrouve lui-même au cœur d'interactions et occupe la place parfois difficile d'interprète de la société. Je vous remercie de votre attention.